La Sûreté du Québec enquête sur des allégations. Pierre Paradis dit qu'il n'a rien à se reprocher. Prochaine victime du protectionnisme américain, encore le bois d'œuvre canadien. L'art, Allemagne, 1200 Canadiens préparent leur mission de paix en Yougoslavie. Et au point, sida et drogue, double fléau. Le téléjournal, avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le bureau du premier ministre Bourassa dit qu'il n'y a aucune enquête de la Sûreté du Québec sur le ministre de l'Environnement, Pierre Paradis, dont le nom a surgi dans un procès à Hull. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'un témoin a affirmé que la compagnie de traitement de déchets, Laidlaw, avait offert au ministre de lui construire une maison de 400 000 $. Pierre Paradis nie tout, une campagne de salissage, dit-il, et Laidlaw affirme qu'elle n'a jamais fait une chose semblable. Alors André Brassard et Denis Boucher vont nous décrire la tourmente dans laquelle se retrouve le ministre. L'homme d'affaires, Ray Lacroix, de la région de Mont-Roland au nord de Montréal, veut exploiter des dépotoirs un peu partout au Québec. Il a récemment fixé son choix sur un emplacement près de Montebello, dans l'Outaouais. La compagnie Laidlaw, propriété à 40 % du Canadien Pacifique, lui-même propriétaire du château Montebello et voisin immédiat, convoite aussi l'emplacement. Le ministère de l'Environnement, qui décerne les certificats, a constamment refusé le projet de M. Lacroix, prétextant que sa demande était incomplète. Il s'en est remis aux tribunaux pour obtenir justice. L'avocat Guy Bertrand représente le groupe Lacroix. M. Bertrand est un ancien candidat à la direction du Parti québécois. Mais ce matin, c'est la secrétaire du groupe Lacroix, Mme Jacinthe Lacoste, qui a impliqué le ministre de l'Environnement du Québec, Pierre Paradis, en répondant au procureur du ministère. Il a entrouvert la porte en demandant à Mme Lacoste si les enquêteurs de la Sûreté du Québec avaient demandé, ainsi qu'à M. Lacroix, de jouer un rôle dans une enquête touchant le ministre Paradis. Les policiers voulaient savoir où M. Paradis se faisait construire une maison dans les cantons de l'Est. Ce à quoi a répondu Mme Lacoste. Monsieur le juge, M. Forcier et M. Lambert nous ont demandé de vérifier à quel endroit pourrait se situer la maison que M. Paradis se ferait construire par Laidlaw dans l'Estrie. Tant Ray Lacroix que Jacinthe Lacoste ont refusé de participer au travail des policiers. Mardi après-midi, Mme Lacoste soutenait devant le même tribunal que le député Pierre Thérien du comté de Rousseau avait réclamé un pot de vin de 500 000 $ du promoteur Lacroix pour obtenir le permis tant convoité, allégation qu'il a nié. Après l'audience, le témoin Lacoste a expliqué pourquoi elle avait dévoilé cette information. Il y avait plein de oui-dire, il y avait plein de choses qui se passaient, que comme, étant donné que nous, on racontait qu'on se sentait menacé et piégé, à ce moment-là, je pense que la Sûreté a pris pour acquis de dire, bien, écoutez, si vous entendez toutes ces choses-là, alors faites les démarches pour nous prouver ces oui-dire-là. L'audience reprendra mardi. Denis Boucher, à Hull. Bouleversé, le ministre de l'Environnement nie tout. Non seulement je maintiens que je n'ai rien à me reprocher, je maintiens qu'il s'agit d'une dangereuse campagne de salissage. Je ne parle pas de Pierre Paradis, je parle du ministre de l'Environnement du Québec. La compagnie Laidlaw a elle aussi été catégorique. Elle n'a jamais offert de maison au ministre de l'Environnement. Et Pierre Paradis ajoute que les propos tenus au palais de justice de Hull aujourd'hui sont faux. Moi, j'affirme que je n'ai jamais eu aucun contact dans ce qu'elle a révélé ce matin avec la compagnie Laidlaw ou quelque autre compagnie. C'est de la fabulation, c'est du mensonge. Le cabinet du premier ministre et la Sûreté du Québec affirment que le ministre Paradis ne fait pas l'objet d'enquête. La Sûreté du Québec ajoute qu'on vérifie des allégations entourant des agissements au ministère de l'Environnement. Pierre Paradis veut que le procureur général du Québec entreprenne des poursuites contre ceux qui cherchent à salir sa réputation. Il appartient à ce moment-là au procureur général à prendre ses responsabilités. Je vais l'alerter de la situation qui a dépassé les mesures de l'entendement ou de la compréhension générale. Pierre Paradis croit que ses détracteurs veulent lui forcer la main pour obtenir un permis d'enfouissement sanitaire. Mais il refusera de le faire tant que les exigences environnementales ne seront pas respectées. Le ministre traverse quand même le pire épisode de sa carrière politique et pour sortir de ce cauchemar, il souhaite témoigner devant le tribunal. André Brassard, à Québec.
Une hausse marquée du taux d'escompte de la Banque du Canada qui a gagné 21 centièmes, un cinquième de point pour se fixer à 7,71 %. La hausse vient en réaction à la baisse de notre dollar ces derniers jours sous les 84 cents américains, conséquence de la morosité économique et dans une moindre mesure des incertitudes constitutionnelles. Les banques n'ont pas tardé à réagir. La plupart ont annoncé qu'elles haussaient de 3/4 de point leur taux de base préférentiel qui maintenant s'établit à 8,25 %. Le Canada est en train de devenir la cible préférée du protectionnisme américain. Demain, on s'attend à ce que le département du commerce américain sévisse encore et qu'il impose des droits compensatoires sur le bois d'œuvre canadien. Il est évident, constate Julie Miville-Dechaine, que le climat des relations commerciales canado-américaines est loin d'être au beau fixe. Les États-Unis sont en pleine campagne électorale et l'humeur est au protectionnisme. Washington vient d'imposer une surtaxe sur les Honda assemblés au Canada. Et demain, on s'attend à ce que le département américain du commerce frappe de droits compensatoires le bois d'œuvre canadien, en alléguant qu'il bénéficie de subventions. Un de ceux qui a négocié l'accord de libre-échange juge que la mauvaise foi américaine est inquiétante. Ces deux cas, Honda, puis avant tout le bois d'œuvre, sont des cas exceptionnels, très, très agressifs. Même, je dirais, dans le cas du bois d'œuvre, nettement illégal de la part des Américains. Donc, ça change pas mal l'ambiance et ça remet en question pas mal de choses. Dès demain, l'industrie canadienne du bois d'œuvre risque donc d'être obligée de garantir le paiement de ses droits compensatoires, même si le Canada va porter sa cause devant un tribunal d'arbitrage. Ce climat nuit aux négociations d'un libre-échange à 3, Canada, États-Unis, Mexique. Selon une ébauche d'accord obtenue par le Financial Post, Washington se sert de ces pourparlers pour tenter d'abattre les barrières protégeant encore quelques industries canadiennes, comme la culture. Pour l'opposition, c'est la preuve que le Canada est à vendre au plus offrant. Canada is being sold out in the secondary industries. Franchement, on a très peu à gagner là-dedans. Et si ça risque à nuire à nos intérêts, je n'aurai pas la moindre réticence à quitter la table. Ce n'est pas l'avis du gouvernement. Par voie de communiqué, le ministre Wilson a indiqué que l'ébauche d'accord qui a fait l'objet d'une fuite est dépassée et que la culture canadienne n'est pas sur la table. Mais tous ces hauts fonctionnaires ont systématiquement refusé de répondre aux questions des journalistes là-dessus. Une preuve de plus que le Canada est résolu à conserver le plus grand secret sur l'état de ces négociations. Julie Miville-Dechaine, à Ottawa. Cela dit, il est possible que le papier canadien puisse entrer plus librement dans la communauté économique européenne. Son président, Jacques Delors, dit que la CEA va étudier les demandes des éditeurs de journaux européens qui veulent pour le Canada une réduction des droits de douane, de même qu'une augmentation de ses exportations qui passera alors de 600 000 à 1 million de tonnes par année. En ce moment, 3 pays d'Europe fournissent 75 % de son papier et comme ils ne sont pas soumis à la douane, leur prix reste élevé. Eh bien, un très gros développement en Afrique du Sud, même s'il y a encore beaucoup de modalités à négocier. Une nouvelle étape a été franchie en vue de l'instauration d'un gouvernement mixte de blancs et de noirs. Le gouvernement du président Frédéric de Klerk et les représentants de la majorité noire, dont Nelson Mandela du Congrès national africain, ont conclu une entente de principe prévoyant la formation d'ici la fin de l'année d'un gouvernement multiracial intérimaire. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique du Sud, les Noirs accéderaient au pouvoir, qu'il y aurait des ministres noirs parmi lesquels sans aucun doute Nelson Mandela. Mais bien des divergences subsistent encore sur la manière dont sera formé le nouveau gouvernement. Cet accord survient à 12 jours du référendum du 17 mars où on demandera aux Blancs d'accepter l'idée de partager le pouvoir avec les Noirs. Le président de Klerk fait activement campagne pour obtenir un oui, mais il se heurte à l'opposition farouche de l'extrême droite blanche. Les premiers casques bleus jamais déployés en Europe continentale vont commencer à arriver dimanche en Yougoslavie, où ils seront déployés en Croatie, de même qu'en Bosnie. Leur mandat sera de désarmer toutes les milices locales, de contrôler le retrait de l'armée fédérale et aussi de garantir le retour des réfugiés. Là-dessus, le Canada va fournir 1200 des 14 000 hommes de cette force de paix
Et tous les membres du contingent canadien ont suivi un entraînement spécial à Lahr, en Allemagne, où Raymond Saint-Pierre vient de les rencontrer. Raymond? On sait depuis moins de 2 semaines que des centaines de soldats canadiens feront partie de cette force de paix et les futurs casques bleus s'entraînent intensivement pour cette mission. Une partie de l'entraînement consiste à tester les armes, à les calibrer. C'est bon, là, c'est pas mal dedans. On est habitué à de telles manœuvres, mais cette fois-ci, elle prépare ses soldats à une mission bien différente qu'un conflit Est-Ouest. Ils devront maintenir la paix. La majeure partie de la force de paix canadienne viendra du Royal 22e Régiment, basé dans la région de Lahr, en Allemagne. L'annonce de cette nouvelle mission a évidemment semé l'inquiétude dans certaines familles. Le sergent Michel Rousseau nous disait comment son épouse a accueilli la nouvelle. Ah, avec un grain de sel, hein? Ouais. Si on part avant le 15 mars, ça va pas fait 1 an que je vais être revenu du Golfe, que je vais déjà partir. Ma femme me trouve que ça coupe son voyage en Europe un peu. C'était pas tout à fait les prévisions qu'on avait faites, mais ça fait partie du métier. Le fantassin Stéphane Martel en est à sa première mission du genre. Il tire encore, puis il désarme, puis il y a plein de rumeurs aussi qui sortent, fait que on ne sait pas. Pour l'instant, on ne connaît pas précisément l'endroit où les Canadiens seront déployés. On sait que la situation là-bas est changeante. Ces soldats ont hâte d'en savoir plus. On achève de repeindre en blanc les 300 véhicules qui seront utilisés par les Canadiens. Ils seront probablement expédiés par chemin de fer en Yougoslavie dès que les ordres de mission auront été reçus. D'ici là, on s'occupera aussi de la préparation mentale, psychologique des futurs casques bleus. Selon le major Richard Milot, l'expérience d'Oka, vécue par certains d'entre eux, pourrait aider. Nos soldats sont habitués à réagir immédiatement, à répondre par exemple au feu. À ce moment-ci, il faut plutôt calmer les esprits, un peu comme ça s'est fait à Oka, je crois. Les casques bleus devraient être déployés au cours des prochaines semaines. Les Canadiens sont prêts à partir. Pour ces 1200 soldats, donc pour l'instant, la préoccupation majeure, c'est l'inconnu. Ils ne savent pas exactement dans quelle sorte de contexte ils seront déployés, à quel endroit exactement, ni surtout à quel moment. Raymond Saint-Pierre au centre de tir de Heuberg. Pour l'instant, le calme est revenu en Bosnie où l'émissaire général des Nations Unies, Cyrus Vance, a promis de déployer comme prévu ses casques bleus, malgré les risques de guerre civile. 50 000 pacifistes de toute origine ont manifesté contre la vague de violence qui a suivi le référendum sur l'indépendance dimanche. Une foule de gens de tous âges, parfois des familles entières, ont participé au rassemblement qui a bloqué la circulation devant le Parlement de Bosnie. Le centre-ville de Lurgan, en Irlande du Nord, n'est plus que ruine à la suite de l'explosion d'une voiture piégée de l'IRA. 4 policiers ont été blessés, des dizaines de magasins détruits par la déflagration qui a été entendue à des kilomètres de distance. La ville de Houston a connu hier son 14 juillet comme Montréal en 1987, c'est-à-dire que 20 cm de pluie sont tombés, le temps de dire, sur la ville. Des centaines d'automobilistes pris au piège se sont sauvés comme ils ont pu. D'autres ont été rescapés de justesse par les secouristes. Ce fameux trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique pourrait bien ne pas se développer cette année. En tout cas, Environnement Canada n'a pas encore observé de dégradation de la situation, mais son diagnostic sera plus juste dans les 15 prochains jours. Cette couche d'ozone, rappelons-le, qui protège l'être vivant des rayons mortels du soleil. En Turquie, les risques d'explosion ont forcé les secouristes à abandonner leurs recherches dans les galeries de la mine de Kozlu, où plus de 200 mineurs sont toujours portés disparus 48 heures après le coup de grisou. La cause de l'explosion n'a pas encore été expliquée, mais les mineurs affirment que la direction leur cache des choses. En tout cas, exact ou pas, cette accusation-là a fait monter la tension là-bas. Et voici ce qu'en retient Denis Brunetti de la télévision française. C'est encore le mutisme de l'attente à Kozlu, toute la journée d'aujourd'hui. Et puis, soudain, la peur, car on sent l'odeur du gaz, l'odeur que chacun connaît, et une explosion à nouveau menace la cité. La police éloigne un peu le monde qui fait quelques pas en arrière, mais attendra, encore et toujours, qu'on sorte les corps, qu'on dise la vérité. Car que veulent-ils? Ces femmes de Dervek, un village éloigné, expliquent qu'il y a eu 30 victimes dans leur quartier. Elles sont venues pour apprendre, disent-elles, apprendre la vérité, à voir les corps. Et si elles ne sont pas là demain, d'autres femmes de Dervek viendront à leur place. La tension encore lorsque des étrangers à la mine viennent brandir des slogans.
La foule les chasse, le village explique qu'il veut rester entre soi, recueilli autour de son drame. C'est enfin le silence d'un pays, le cœur, comme ses mines, arrêté. C'est toute cette région minière de Zonguldak qui a été touchée par le coup de grisou de mardi soir. Non seulement la cité de Gozlou, mais aussi les villages avoisinants et la fierté de ces gueules noires qui résistaient à la fermeture des mines depuis des années. Les visages, les bras, mais aussi l'âme ont été touchés. Des gueules noires, il ne reste plus pour beaucoup que des rescapés ou des disparus. Ottawa va donner suite au rapport d'Aubin qui avait été publié après cette fameuse affaire Ben Johnson. La loi sur les aliments et drogues va être amendée dans les buts de resserrer les contrôles sur les stéroïdes anabolisants qu'utilisent plusieurs sportifs. Et justement, aujourd'hui, l'Ordre des pharmaciens du Québec a suspendu un de ses membres qui a vendu sans ordonnance des stéroïdes à un jeune athlète qui est mort depuis. Catherine Saint-Pierre va nous expliquer cette affaire-là. Depuis la spectaculaire affaire Ben Johnson, bien du monde avait oublié les stéroïdes anabolisants. Mais pas les culturistes. On estime que 80% d'entre eux en consomment et des pharmaciens complaisants en vendent sans ordonnance. C'est justement le cas dans cette pharmacie. Non, madame. Êtes-vous au courant qu'ils font des stéroïdes ici sans ordonnance? Je ne suis pas au courant, madame. Le propriétaire, Bernard Elie, n'était pas là cet après-midi pour une raison bien simple. Il vient d'être radié provisoirement de sa profession. C'est cette mère de famille qui a mis l'Ordre des pharmaciens sur la piste. Son fils, Patrick Lebeau, un grand consommateur de stéroïdes anabolisants, est mort à l'âge de 28 ans. Avant de mourir, il a confié qu'il se procurait en grande quantité des stéroïdes anabolisants sans ordonnance. Votre fils, vous l'avez dit? En dernier, oui. On l'a appris à la dernière journée, avant qu'il décède, qu'il prenait des stéroïdes. C'est ses amis qui l'ont déclaré. Aussi après, il y avait plusieurs personnes de son entourage qui étaient au courant, mais il n'y a personne qui a osé nous le dire. Vous pensez que c'est vraiment à cause de ça, oui. qu'il y a des problèmes de santé? Oui. Le comité de discipline de l'Ordre des pharmaciens étudiera cette affaire en profondeur. Et en attendant, il a interdit aux pharmaciens de pratiquer. Le pharmacien a d'ailleurs fait savoir par le biais de son avocat qu'il ne contesterait pas cette décision. Pour l'Ordre, c'est un aveu. C'est une reconnaissance de sa culpabilité. Pendant au moins 2 ans, le pharmacien en question a vendu sans ordonnance 7 différentes sortes de stéroïdes anabolisants. Et ce n'est pas un cas unique. Nous avons eu malheureusement 2 autres cas pour lesquels des radiations ont été prononcées contre des pharmaciens. Le gouvernement fédéral va très bientôt resserrer le contrôle sur la vente et la distribution des stéroïdes anabolisants. La loi sur les aliments et drogues obligera dorénavant les pharmaciens à tenir un registre très détaillé de la circulation des stéroïdes. Elle donnera aussi beaucoup plus de pouvoir d'enquête à l'Ordre des pharmaciens. Christine Saint-Pierre, à Montréal. Un rejet total par le politicologue Léon Dion du rapport Baudouin-Daubé et des propositions à son avis qui vont conduire presque à coup sûr le Québec sur le chemin de l'indépendance, à moins que le fédéral n'en améliore sensiblement le contenu dans ses offres finales. M. Dion juge que le rapport représente encore moins que l'accord du lac Meach, qu'il est même dangereux pour les relations Canada-Québec. Il va même jusqu'à dire qu'il faudrait reprendre le rapport presque au complet. Parlons de Baudouin-Daubé. Québec reprend à son compte une des recommandations du rapport, le droit inhérent de ces Autochtones à l'autodétermination. C'est plus qu'en 85, quand l'Assemblée nationale accordait le droit à l'autodétermination sans alors le reconnaître de façon inhérente, c'est-à-dire comme allant de soi, évidemment. En attendant, les Mohawks de Kanesatake ont encore manifesté leur mécontentement. Il y en a une 50aine qui ont bloqué pendant 1 heure une section de la route 344 dans le village d'Oka. Ils protestaient contre l'ouverture d'un nouveau bureau du gouvernement fédéral destiné à aider les gens qui veulent vendre leur maison. Les Mohawks disent que ce bureau-là, dirigé par l'ancien responsable de la société immobilière de Mirabel, va à l'encontre de l'entente conclue et ils accusent le gouvernement de vouloir court-circuiter le processus de négociation territoriale. Alors voici le compte-rendu de Joyce Napier. C'est une manifestation tranquille, amicale, organisée surtout pour rappeler au gouvernement fédéral que les Mohawks de Kanesatake ont des revendications territoriales et qu'ils n'en démordent pas. Hier, le ministère des Travaux publics a ouvert un bureau d'information. Mais c'est plus que ça. C'est un bureau qui servira finalement d'agence immobilière à Ottawa
qui commencent à racheter les maisons des Blancs, construites sur des terres que les Mohawks considèrent comme les leurs depuis bien longtemps. It is a smoke screen. It's designed to generate. Ce bureau est une façade, dit le chef. Une façade qui permettra à certaines personnes d'empocher de l'argent. And make money on this process. Pour les Mohawks, l'ouverture de ce bureau est une violation de l'entente intervenue après la crise d'Oka et selon laquelle toute transaction territoriale doit se faire à la table des négociations. Tout est déjà décidé d'avance. Le gouvernement est de bien mauvaise foi. On a vu le processus se répéter, le scénario depuis des années. We have no more trust with the federal government. The people too. Désormais, nous ne faisons confiance ni au gouvernement fédéral, ni à ceux qui siègent sur le comité négociateur pour bien des raisons. Mais pour n'en citer qu'une, le maire de la paroisse d'Oka, Yvan Patry, qui siège sur le comité, ce comité même qui décidera quelles maisons seront rachetées par Ottawa, affiche maintenant un intérêt pour l'immobilier. Et il y en a d'autres, disent les Mohawks, d'autres qui profitent de la situation. Et pour rappeler qu'ils ne sont pas dupes, les Mohawks manifesteront tous les jours devant les nouveaux bureaux des travaux publics. Joyce Napier, à Oka. En terminant, le gouvernement du NPD en Ontario a bien mal passé son premier test électoral depuis son accession au pouvoir il y a 18 mois. Le libéral Ron Eddy a remporté facilement l'élection complémentaire dans la circonscription de Brant Hall-Demond. Le conservateur se classe deuxième et le candidat du NPD est loin derrière avec un piètre résultat, signe des difficultés du gouvernement de Bob Rae. L'élection visait à combler le siège laissé vacant par la démission cet été de l'ancien chef du Parti libéral et l'ancien ministre Robert Nixon. Nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Charles Tisser sera là demain. Je serai en vacances au cours de la semaine prochaine. N'oubliez pas le point. Bonsoir. Merci. Ce soir au point, la bataille des 300 piastres, l'ombudsman d'Hydro-Québec dit non aux milliers de Québécois qui réclament le même traitement que les Mohawks d'Akwesasne. Un porte-parole d'Hydro-Québec répond à nos questions. Aussi, le double fléau sida-drogue forte, de plus en plus de toxicomanes attrapent le virus du sida et le Québec est bien mal équipé pour mener cette double lutte. Faites appel à vos sens, au toucher. Appréciez la souplesse et la résistance de ce recouvrement tout cuir véritable. Exceptionnel confort, uni à la polyvalence du design. Mais par-dessus tout, laissez-vous gâter par notre sens de l'économie. Et si vous le désirez, réglez le solde en septembre 92 à l'un des 5 d'Écomeubles Léon. Avec ces lignes au dessin si harmonieux, ces deux sacs gonflables de toute sécurité et ces accessoires innovateurs tels la ventilation par capteur solaire, elle est tout luxe, toute volupté. La nouvelle 929 Serenia de Mazda. Et on ne se serait pas déjà vu quelque part? Très original. Saint-Michel, 1975, tu étais dans ma classe. Vous étiez un de mes étudiants. Quel est le secret de cette ère de jeunesse? Oil ovulé matin et soir. On voit ces fines lignes s'estomper. La peau devient souple et lisse. Mademoiselle Henry? Oui, Bernard Brown. Oil ovulé matin et soir. Wow! Le secret de cette ère de jeunesse. Impossible. Quasi impossible. Est-ce que votre détergent peut les rendre impeccables, tout comme Cascade à triple action? 1. Cascade récure même les plats encroûtés. 2. Cascade nettoie les taches coriaces. 3. Cascade rince en faisant glisser l'eau sur la vaisselle, éliminant tout résidu. Achetez Cascade à triple action pour une vaisselle étincelante de propreté. Impeccable. Cascade transforme la vaisselle sale D'impossible à impeccable. Le Point, avec Simon Durivage. Bonsoir. Sida, il ne se passe pas beaucoup de semaines sans que cette maladie ne fasse la manchette, parfois alarmante, parfois rassurante. Les hétérosexuels qui attrapent le virus sont le plus souvent des toxicomanes maintenant, ce qui complique énormément l'approche thérapeutique. Et le Québec est bien mal équipé, vous allez le voir, pour mener de front la lutte à ces deux grands fléaux de fin de siècle.
La France, cependant, a commencé, elle, à le faire. Une de nos équipes revient justement de Toulouse, où existe un centre de désintoxication dont une bonne partie des patients sont aussi séropositifs ou sidéens, carrément. Toxicomane actif pendant 17 ans, accroché aux médicaments, Khaled a entrepris de se désintoxiquer. Il en est à son 6e jour de sevrage. Tout son corps est en manque et il souffre physiquement, mais aussi moralement. Moi, je me sens étranger dans mon corps. Je me sens mal. Je me sens... Bah oui, je me sens mal, quoi. Je sais pas comment... C'est des douleurs physiques ou... Oui, en ce moment, comme tout à l'heure, j'ai fait une crise, je suis tombé. J'ai mal au dos, mais sinon j'ai mal au ventre. J'ai mal aux abdominaux, quoi. Ça fait mal. Je vais changer, il paraît, en 8-10 jours. J'espère, j'attends. Dans 2 ou 3 semaines, le sevrage physique sera complété. Mais la dépendance psychologique, elle, prendra des mois, sinon des années à s'estomper. Le combat est loin d'être gagné. D'autant plus que Khaled devra se battre sur 2 fronts à la fois, celui de la drogue et celui de la maladie. Je suis séropositif et au début, j'en ai eu peur, au début, comme tout le monde, j'en ai même pleuré, etc. Et maintenant, ça me fait moins peur, j'essaie de ne pas y penser, quoi. Les bains d'herbe et les massages font partie intégrante de son programme de cure. Question d'adoucir les effets éprouvants de la désintoxication. Le calme des lieux, les attentions que lui prodigue son entourage, d'anciens toxicomanes, parviennent à l'apaiser. Certains de ses compagnons sont aussi porteurs du virus du sida. Le centre de la Bohère où nous sommes est situé dans la région de Toulouse, en France. Ce centre est propriété de l'association Le Patriarche, véritable multinationale de la désintoxication. À l'heure actuelle, 50% de la clientèle de l'association, répartie dans une douzaine de pays, est séropositive ou malade du sida. Un bilan inquiétant. Il y a quelques mois, quelques semaines, quelques jours à peine dans certains cas, plusieurs de ces toxicomanes en cure traînaient dans les rues comme ces jeunes rencontrés au Forum des Halles à Paris. Défoncés, junkies, souvent prostitués, inconscients comme eux des dangers de contracter ou de transmettre le virus du sida. Mais le sida, on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur de ça. Ça fait pas peur. Quand moi, je prends pas de préservatif. Je n'ai jamais pris. J'ai accouché avec plusieurs de mecs et j'ai jamais pris un préservatif. Avant d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, j'aime bien connaître la personne. Ouais. Et puis, en plus, je sais pas quoi, si on connaît un minimum la personne, un peu la personne, bon, on peut, je sais pas, après c'est la confiance, quoi. Si on a à faire l'amour ensemble, j'espère que si elle a le sida, j'espère qu'elle me le dira. Et puis, Joël, 24 ans, est passé du stade de séropositif à celui de sida maladie. Ce jour-là, il rendait visite à son médecin rue Saint-Hubert à Montréal. Joël a cessé sa consommation d'héroïne depuis 2 mois seulement. Sous l'effet de la drogue, nous a-t-il confié, il lui est arrivé de partager ses seringues et de contaminer d'autres toxicomanes. Mais vous pensez qu'on fait ça avec la joie de contaminer du monde? Quand on dégèle, puis qu'on réalise ce qu'on a fait, moi j'ai passé des jours et des jours entiers à me dire ça se peut pas, j'ai contaminé quelqu'un va mourir à cause de moi. Et c'est comme ça. Comme celui qui me l'a donné, il me l'a confirmé par après, quasiment 6 mois par après. J'en ai voulu, hein? Mais aujourd'hui, je comprends très bien. En fait, partout en Occident, les toxicomanes représentent la voie royale de transmission du virus du sida dans la population hétérosexuelle, affirment les experts. À Montréal, la prévalence de séropositivité est passée de 6% en 1990 à 13% en 1991 chez 400 toxicomanes qui ont fait l'objet d'une enquête. Chez les seuls toxicomanes de rue, prostituées, itinérants, sans emploi, cette prévalence est de 30%.
je vois au moins 2 nouveaux patients par semaine, qui sont séropositifs et qui, de toute évidence, se sont infectés dans la dernière année. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà passé des tests et qui étaient négatifs et dans l'année 91 sont devenus séropositifs. C'est un peu alarmant. Et qui sont toxicomanes. À la fin d'une année, ça fait 100 patients, là, juste moi. Il faut faire de la prévention là, maintenant. Ça fait mal? Prendre une bonne respiration. Le traitement de cette nouvelle clientèle bien particulière pose actuellement problème aux médecins. Les toxicomanes sont en général des patients difficiles, qui ne se plient pas facilement aux exigences d'un suivi médical régulier. Je sais que c'est un rendez-vous, c'est important, mais bon, la piqûre est plus importante que le rendez-vous. Pour mieux se soigner, Joël a senti le besoin de se désintoxiquer. Mais au Québec, les centres de cure ne sont pas prêts à recevoir des toxicomanes séropositifs au SID1 comme lui. Faire des SID1, la plupart des centres de désintoxication, j'ai vu, ces gens-là se disent, bon, tu vas mourir, anyway. Il n'y a plus rien à faire avec toi. Donc, pour eux autres, c'est une perte de temps de s'occuper des gens comme nous autres. J'ai 24 ans. J'ai pas le goût de m'en aller. J'ai pas le goût de me faire dire par personne, tu vas mourir l'année prochaine, puis il n'y a rien à faire avec toi. À l'inverse, dans les hôpitaux où l'on soigne les SID1, c'est la toxicomanie de ces patients qui devient problématique. Le docteur Richard Morisset, microbiologiste et chef de l'unité SIDA à l'Hôtel-Dieu, explique. Moi, je suis spécialiste en microbiologie, maladies infectieuses. Disons qu'on a une expérience, on a acquis sur le tas une expérience considérable sur le sida, mais je n'ai jamais eu de certificat en toxicomanie. J'ai toujours vu des toxicomanes, mais j'ai toujours pu référer à d'autres. Alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre pain quotidien, en particulier lorsqu'on est de garde à le concours d'urgence ou le centre de médecine. On a quotidiennement des toxicomanes qui vont venir. Et évidemment, maintenant, c'est la double problématique de la toxicomanie infectée, d'un toxicomane infecté, mais qui est possiblement HIV positif. Et évidemment, ben, on les suit, ce sont des malades très difficiles à suivre. Certains vont accepter de venir ici ou à leur rendez-vous, mais on n'a pas cette expertise-là. Même sentiment d'impuissance chez le personnel soignant. OK, ben des fois, on se sent un petit peu comme des pourvoyeuses de drogue. On a l'impression qu'on fait peut-être un petit peu des pushers nous-mêmes, là, parce qu'on leur donne leurs médicaments. Il faut être capable de porter ces gestes-là un peu sans jugement, ce qui n'est pas toujours facile. Au Québec, l'absence de ressources aptes à prendre en charge les toxicomanes porteurs du VIH crée une situation qualifiée d'inquiétante par le Centre québécois de coordination sur le sida. Les solutions susceptibles de contrôler l'hémorragie existent pourtant. En ce sens, le modèle développé en Europe par l'association Le Patriarche fait exemple. Pionnière dans le domaine, cette communauté thérapeutique, dont les centres hébergent à l'heure actuelle quelques 5000 pensionnaires, accueille et même traite et soigne des toxicomanes séropositifs et SID1. Patrick est aujourd'hui malade du sida et sa compagne Sarah, un ancien mannequin, est séropositive. Désintoxiqués depuis plusieurs années, ils ont choisi de vivre et de travailler à l'association, seul endroit où, à leur avis, ils peuvent poursuivre une existence normale. Je crois que les gens qui vivent à l'association, au bout d'un moment, ils ont conscience de ce qui les entoure. On prend une personne séronégative ici, elle peut pas être... Elle est obligée d'être consciente de ce que c'est que le sida, est-ce qu'elle a l'espace de soins, elle voit des gens malades. Les gens qui sont malades du sida dehors là, doivent être très malheureux. Là. Et c'est clair, il faut qu'ils vivent une vie cachée, de malades en plus qui sont malades, qui sont destinés à mourir, dans l'absolu, doivent se cacher. Ça, c'est terrible. Même affaibli par la maladie, Patrick peut vaquer quotidiennement à ses occupations. Il sort de la pneumologie et rentre dans ce service-là. Il est responsable des programmes de prévention et d'éducation auprès des nouveaux venus. Je crois qu'on crée d'abord une relation avant de lui dire, écoute, t'es séropositif, il ne faut pas que tu contamines, il faut que tu mettes des capotes. Alors, on fait le tour du centre, on vit ensemble, tous les jours il est pris en charge par quelqu'un de différent. Il est séropositif, bon, s'il le sait, s'il a fait ses analyses avant, en général c'est le cas.
il parle de ce problème, eh bien, on va lui dire, mais moi aussi, bon, ça fait 10 ans que je suis séropositif, j'ai déclaré la maladie, mais tu vois, bon, je suis encore là, et puis on va trouver quelque chose, et puis lui donner confiance, lui donner espoir, lui donner de l'espoir, et puis essayer de le faire participer un maximum à la vie de la maison, qu'il se sente utile, qu'il continue à vivre, et qu'il se batte pour ça, parce que si on baisse les bras, on meurt. Implantée dans une douzaine de pays, y compris certains pays de l'Est, l'association accueille en territoire français des pensionnaires de toutes nationalités, dont quelques Canadiens. I've been to other centers in Montreal, and you know, I'd get out, I'd have friends there, and I'd go pick up again and bang, syringe in my arm, you know, so. But here... Tout le personnel de l'association est composé d'ex-toxicomanes travaillant sur une base bénévole, y compris les professionnels, comme le docteur Philippe Herné. Cardiologue, c'est lui qui a mis au point l'approche médicale à l'intention de la clientèle séropositive ou malade du sida. On essaye de faire en sorte que tous ces gens ne s'adaptent pas uniquement à des structures existantes, mais de faire en sorte que ces structures s'adaptent à cette population. Et donc pour ça, il faut innover un petit peu. Il faut essayer de réfléchir, de penser des structures un petit peu nouvelles. Parmi les structures originales mises en place, on compte les dispensaires présents dans chacun des centres. Dispensaires où travaillent des officiers de santé, ex-toxicomanes, formés sur place et qui assurent le suivi des pensionnaires séropositifs. Autre innovation, les espaces de soins, pour ceux qui, comme Patrick, souffrent d'affections sévères. Intégré à même le centre, l'espace de soins du Château de la Motte, dans la région toulousaine, permet aux pensionnaires qui séjournent au centre d'éviter l'hospitalisation et de continuer leurs activités régulières. Plutôt que de vivre en attente de la mort, je vis en essayant de vivre le maximum de choses avec ma femme, avec mes amis, avec l'association, et travailler, continuer à être utile. 2 fois par semaine, on lui administre des traitements pour une candidose de l'ésophage. Je vomissais tout ce que je prenais. J'avais perdu 15 kilos, j'arrivais plus à manger. On a diagnostiqué avec une fibroscopie. Et puis bon, ça se traite assez bien. 80% du personnel de cet espace de soins est séropositif. Toute l'équipe soignante est bénévole et la majorité des équipements médicaux, nous a-t-on dit, a été obtenue gratuitement grâce à l'équipe du service de récupération de l'association. Tout le suivi médical des sidéens du Château de la Motte est supervisé par le service de soins à domicile de l'hôpital Purpan de Toulouse, une collaboration jugée essentielle. On va la faire tous les 3 jours, la feuille d'isone. Au lieu de tous les 2 jours, on va un peu baisser les doses, à cause du rein. Moins coûteuse pour le réseau de la santé, cette formule a le net avantage de désengorger les unités sida des hôpitaux. Vous n'êtes pas étonné qu'on ne vous interdise pas de filmer tout? Vous pouvez filmer même les malades à visage découvert. À la tête de toute cette organisation, un poète à la personnalité flamboyante, Lucien Angèle Magère. Étiqueté de gourou par ses détracteurs, ses réalisations font depuis des années l'objet de vives controverses en Europe. Controverses alimentées surtout par les puissants lobbies de la psychiatrie, réfractaires à l'idée de confier à des ex-toxicomanes le marché de la désintoxication. Écoutez, j'ai connu Hitler, j'ai connu Franco, j'ai connu des tas de fascistes vraiment. J'ai lutté contre, j'étais prisonnier, je suis ancien déporté, je suis évadé des camps de concentration, je suis rescapé de la résistance. Et j'ai connu la liberté, je sais ce que c'est que la liberté. Mais la liberté d'aujourd'hui est d'interdire que la vérité perce. On ne veut pas montrer que ça, tout ce que vous voyez ici, a été construit par des ex-toxicos. Vous avez des problèmes dans d'autres pays aussi? Il n'y a pas de Non, j'ai des problèmes que dans les pays où la France est intervenue. En 1989, le ministère français de la Santé faisait enquête sur le patriarche, apparemment pour mettre un terme à ces controverses. Or, le ministère n'a jamais publié les résultats de son enquête. L'État n'a pas fermé les portes du patriarche et même a contribué à l'ouverture des portes, dans une certaine mesure, sur le plan administratif, de nos espaces de soins, de nos structures de prise en charge de toxicomanes malades. Donc je suppose que si l'État nous accorde
une certaine efficacité, et même une efficacité certaine à prendre en charge des toxicomanes qui ont le sida, c'est que ça sous-entend qu'on sait prendre en charge des toxicomanes qui n'ont pas le sida, enfin je suppose. Il y a un mois, c'était au tour d'un représentant du ministère de la Santé québécois cette fois, Claude Arsenault, de piloter une mission d'observation au Patriarche en France et en Espagne. De retour au pays la semaine dernière, les membres de la mission ont mis en commun leurs impressions. On n'est pas encore en mesure de dire de quelle façon les normes qu'on est en train de préparer vont s'appliquer aux communautés thérapeutiques. C'est une approche tellement différente. Il y a un apprivoisement qui va devoir être fait par les structures déjà existantes ici pour être en complémentarité avec cette ressource nouvelle-là qui a une expérience et une expertise qu'on n'a pas encore ici, et qui est celle de la toxicomanie et du sida chez une même personne. Moi, je remarquais la prudence à se prononcer sur l'approche, parce que le médecin disait, je ne suis pas nécessairement compétent pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon, mais ce que je constate, c'est que le client qui rentre à l'hôpital, il y a une prise en charge extraordinaire. Le modèle intéresse visiblement les membres de la mission, mais il n'est pas certain qu'il pourra être implanté ici, ne serait-ce qu'en partie. Les guerres que se livrent chez nous comme en France, les milieux de la désintoxication sont féroces. Je vous dirais que le milieu de la désintoxication est à l'image de la toxicomanie. C'est donc un milieu dur. C'est des milieux dont les règles du jeu sont musclées. Et les guerres de clochers ou les guerres de chapelle qui ont toujours existé, qui vont toujours exister aussi dans un milieu qui est très, très dur, il faut comprendre que ça va continuer à exister aussi. Ce qui ramène les pieds sur terre, c'est quand on fait face à un problème vrai. Et le problème vrai du sida chez les toxicomanes, on ne l'a pas encore très bien connu. Mais quand on va être confronté avec ce problème-là pour vrai, l'intérêt pour les guerres de clochers et les guerres de chapelle va tomber rapidement. S'il n'avait pas été pris en charge, Khaled et plusieurs de ses compagnons auraient continué à contaminer d'autres toxicomanes ou leurs partenaires sexuels ou encore leurs conjoints ou leurs enfants. Sida et toxicomanie, une combinaison explosive que le Québec n'est malheureusement pas encore prêt à désamorcer.